Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, ravi que vous soyez si nombreuses et si nombreux pour voir ou revoir Le Privé. C'est avec ce même film qu'il y a une dizaine de jours, nous avons ouvert la rétrospective des films de Robert Altman, qui va durer jusqu'au 24 mai. Et de tradition, le film d'ouverture est toujours redoublé, ce qui vous permet à toutes et à tous qui ne l'avaient pas vu à l'ouverture de le voir cette fois-ci. Voilà donc une rétrospective Robert Altman, ça veut dire quelques 50 séances. C'est une œuvre évidemment sur plusieurs décennies, c'est une œuvre très importante, et c'est une œuvre qui vraiment éclot dans les années 70, ces années 70 qu'on a commencé à défricher la semaine dernière lors de la discussion avec Jean-Baptiste Thoré à la suite d'un des fleurons de ces années 70 d'Altman, qui est McCabe and Mrs. Miller, son western, son anti-western. Et puis aujourd'hui, un autre pic, si je puis dire, de l'œuvre, qui est Le Privé, The Long Goodbye, d'après Raymond Chandler. Je dis l'un des pics de l'œuvre, mais on aura l'occasion d'y revenir dans la discussion qui suivra la projection. Ça n'a pas toujours été le cas, ça n'a pas été considéré comme cela, du moins aux États-Unis, et on reviendra avec mes deux invités sur, entre autres, la réception critique du film et la manière dont le film a été perçu ou considéré, sinon comme une déviation, peut-être même comme un sacrilège. Aujourd'hui, il en va différemment. On voit le film plutôt comme une réinterprétation. Bref, je vous laisse le découvrir, mais peut-être avant de vous présenter les deux invités, qui va voir pour la première fois Le Privé? Ah ouais. Bienvenue. Et voilà, on aura l'occasion avec Vincent Amiel et Jean-Loup Bourget de déplier avec vous, avec vos questions aussi, vos interventions dans un second temps, le film et les différentes interprétations qu'on peut en faire. J'ai invité Jean-Loup Bourget et Vincent Amiel. Jean-Loup Bourget est historien du cinéma. J'ai envie de dire qu'il a consacré la totalité ou la quasi-totalité de son œuvre critique au cinéma américain, au cinéma hollywoodien, que ce soit le cinéma classique hollywoodien, le mélodrame hollywoodien, Hollywood dans sa norme et dans sa marge. Il a écrit plusieurs monographies, évidemment Ernst Lubitsch, Douglas Sirk, et je vous signale que le 13 mai de cette année, donc 10 jours, il sort un nouveau livre sur Joseph von Sternberg aux éditions Classiques Garnier. Et Jean-Loup Bourget a aussi écrit dans les années 80, je pense, la première monographie, le premier essai en français sur Robert Altman, qui à l'époque était paru aux éditions Idyllique. Donc voilà, pour toutes ces raisons. Et puis, avec Vincent Amiel, il a coordonné, il est évidemment un des piliers de la revue Positif, et dans le numéro de janvier de cette année, que vous pouvez trouver à la librairie de la Cinémathèque évidemment, ils ont l'un et l'autre coordonné un dossier de 25 pages sur Robert Altman. Donc si vous voulez en savoir plus sur le cinéaste, vous pouvez commencer par là. Voilà, et quant à Vincent Amiel, lui aussi il a un rapport, j'allais dire, de longue haleine avec Robert Altman, puisque en dehors de cette coordination du numéro, il y a 15 ans à la Cinémathèque française, on avait déjà fait une rétrospective Robert Altman, et Vincent Amiel avait donné à cette occasion-là une conférence sur le cinéaste, conférence que vous pouvez évidemment voir ou entendre, les deux aussi, sur le site de la Cinémathèque française. Voilà, Vincent Amiel est un auteur qui a lui aussi écrit sur le cinéma américain, mais qui s'est aussi consacré à des auteurs comme Tarkovsky ou Bresson. J'ai plaisir aussi à citer un ouvrage de lui qu'il a co-signé avec José Moore et qui s'appelle « Histoire vagabonde du cinéma », qui est un livre très ambitieux et très utile. Voilà, pour toutes ces raisons, j'avais envie d'inviter Jean-Loup Bourget et Vincent Amiel. Donc avec eux, on se retrouve une fois que vous aurez découvert ou redécouvert Le Privé de Robert Altman avec Elliott Gould. Bonne projection et à tout à l'heure. Bien. Voilà, donc c'était Le Privé, 1973. Le titre original, The Long Goodbye. Donc c'est d'après un roman de Raymond Chandler. C'est d'ailleurs la dernière aventure écrite par Raymond Chandler avec son personnage fétiche de Philippe Marlowe. Et c'est un livre qui paraît en 1953,
donc exactement 20 ans avant la sortie de ce film. On aura sans doute l'occasion de revenir sur cet écart de 20 ans, ou sur les 20 ans qui séparent le roman du film. D'un mot, et on va y venir avec Jean-Loup Bourget peut-être, la question évidemment du roman et du film, sachant que, pour vous donner quelques informations intermédiaires, c'est donc un projet d'un producteur qui s'appelle Elliot Kastner, et qui a cette idée d'une adaptation de The Long Goodbye, roman qui, au cinéma, n'a à cette date fait l'objet d'aucune adaptation. Et donc il s'écoule un peu de temps. Au départ, c'est pas Robert Altman qui devait réaliser le film, c'était Peter Bogdanovich qui devait le réaliser, avec Robert Mitchum dans le rôle principal, dans le rôle de Philippe Marlowe. Donc il y a toute une série là de noms de cinéastes qui, suivant les sources, qui défilent, et puis de noms d'acteurs. On pense à Robert Mitchum, on pense à Walter Matthau, on pense à Lee Marvin, bref. Et puis ça arrive à Robert Altman. Robert Altman hérite en quelque sorte d'un scénario, alors je le dis en un mot pour situer, ce scénario, qui est donc une adaptation de The Long Goodbye de Raymond Chandler, est écrit par Leigh Brackett. Leigh Brackett est une femme, une scénariste, une romancière, écrivaine de science-fiction et de polar, et un de ses grands titres de gloire, enfin il y en a deux en fait, je dis le deuxième parce qu'après il n'y aura aucune raison d'y revenir. Le deuxième, c'est qu'en fait elle aurait, avant de mourir, écrit la première version de l'Empire contre-attaque, donc qui sera mise en scène par George Lucas sur un scénario modifié, mais aussi bien avant, en 44-45, elle coécrit le scénario du Grand Sommeil, donc adaptation du livre de Raymond Chandler par Howard Hawks, avec dans le rôle de Philippe Marlowe, évidemment, Humphrey Bogart. Donc c'est en quelque sorte elle qui fait la jointure ou la soudure, et elle propose une adaptation, un scénario que finit par lire Altman et qu'il accepte. L'une des raisons pour laquelle il accepte de tourner le film, c'est qu'on lui propose que ce soit Elliot Gould. Et puis après, il lit le scénario de Leigh Brackett, il connaît le roman de Raymond Chandler. Alors selon les versions, il l'aurait lu, pas lu, il dit qu'il a lu le début et la fin et pas au milieu. Enfin bon, les habituelles histoires hollywoodiennes telles qu'elles sont racontées par le même avec différentes versions. Mais peut-être Jean-Loup Bourget, vous pouvez nous dire, vous qui avez lu et relu le Grand Sommeil de Raymond Chandler, est-ce qu'il y a finalement tellement de différences entre le roman et le film? Et si oui, quelles sont les principales différences entre l'un et l'autre qui expliqueraient entre autres les difficultés de réception du film? Oui, donc vous avez déjà donné un certain nombre d'éléments tout à fait intéressants et importants. Je vais dire quelques mots. Alors, entendons-nous, la comparaison entre le roman et le cinéma n'a pas pour objet de dire c'était mieux sous la forme romanesque ou c'est mieux sous la forme cinématographique. Ce sont deux formes évidemment différentes. Enfin, la quasi-totalité des films s'inspire plus ou moins fidèlement, comme on dit, d'écrits qui préexistent, et ça peut être intéressant de comparer. J'ai effectivement relu le roman de Chandler avant de revoir, et maintenant sur grand écran, ça fait une différence avec la copie d'un DVD que j'ai pu revoir chez moi. Mais le roman de Chandler donc n'avait pas été adapté encore au cinéma. Le projet du producteur, c'est évidemment en se disant Chandler, ça marche toujours, ces histoires de private eye, de détective, etc. C'est sans doute un bon filon à exploiter. Et puisque ce roman-là n'a jamais été adapté, eh bien c'est le moment de le faire. Il a acheté les droits. Et effectivement, alors, ça arrive jusque chez Altman au moment
où il est en Irlande en train de tourner le film qui aura précédé immédiatement celui-ci, qui est Images, qui est à la fois très différent du Grand Sommeil, enfin du privé, et on peut trouver des points de comparaison en faisant un petit effort d'imagination. Mais toujours est-il que ce qui plaît à Altman, entre autres, parce que je ne sais pas s'il a lu le roman, mais il a lu évidemment le scénario qu'on lui a envoyé. Et alors, ce qui lui a plu dans le scénario de Leigh Brackett, c'est la fin. Le fait que, contrairement à ce qui se passe dans le roman, le personnage de Marlowe tue son ami qu'il a protégé, et ce qui, évidemment, a provoqué une série de catastrophes, en particulier, et pas seulement pour Marlowe lui-même. Et là, Altman a été formel, il a dit « Je veux que dans mon contrat, il soit précisé que on ne changera pas la fin du scénario. » Donc ça, c'est un point d'appui très ferme auquel il tenait, donc conférant peut-être au film une forme de violence plus ou moins inattendue, et aussi qui peut compenser l'absence de violence relative, mais par rapport au roman. Alors je vous dis quelques mots quand même du roman, qui est un roman vraiment très long pour un polar, plus de 300 pages en caractère serré. J'ai une petite édition de poche, la première édition de poche de 54, je crois, et c'est plus de 300 pages, et je vous assure que c'est très intéressant, mais il faut de la patience. Et alors, indépendamment de la fin, qu'on ne doit jamais divulguer, évidemment, si l'on n'a pas vu le film, il y a deux différences principales et assez évidentes. Une, vous l'avez tous remarqué, c'est le fait que l'action est contemporaine de la réalisation du film, c'est-à-dire début des années 70, 73, le film sort en 73, alors que le roman, l'action était contemporaine du roman, donc début des années 50. C'est quand même une époque considérablement différente, et c'est ce qui a amené Altman à désigner le personnage principal, donc Elliot Gould, Philip Marlowe, comme Rip Van Marlowe. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est une allusion à un conte satirique de Washington Irving, un écrivain américain du début du 19e siècle, que tout le monde a lu aux États-Unis, au moins à l'époque où on lisait encore aux États-Unis, parce que c'est en train de changer très rapidement. Et cette histoire de Rip Van Winkle est le conte, je vous dis, un peu fantastique, un peu humoristique et satirique, d'un brave habitant de Nouvelle-Angleterre qui a dormi pendant 20 ans et s'est réveillé mystérieusement au bout de 20 ans. Il avait simplement raté la guerre d'indépendance et la révolution américaine. Donc il s'endort, et quand il se réveille, il ne comprend pas. La taverne qui avait le portrait du roi a maintenant le portrait de Washington, enfin, etc. etc. Bon. Donc, Altman choisit de tourner comme si son personnage principal avait dormi pendant les années 50, les années 60. Il a échappé à la révolution, disons, plus ou moins, des années 60. C'est quelqu'un qui découvre un monde dans lequel il est, lui et sa morale, complètement anachronique. Bon.
Alors, la deuxième différence, très brièvement, c'est que l'intrigue du roman de Chandler est vraiment d'une complexité, c'est quasiment incompréhensible, franchement. Après une relecture attentive, on a vraiment du mal. Alors, en voyant ce film, on ne dira pas que l'intrigue est absolument limpide, mais tout de même, Leigh Brackett a fait de grandes coupures dans la complexité de l'intrigue. Il y a les principaux personnages, mais enfin, il y a tout un aspect qui disparaît complètement. C'est aussi bien le personnage de Terry Lennox, c'est très compliqué parce qu'il a deux identités, il a eu de la chirurgie esthétique après avoir été un héros de guerre, etc. Enfin bon, il y a tout cet aspect-là. Et puis il y a le fait que les deux femmes, l'une évidemment qu'on ne voit pas, c'est Susan Lennox, puisqu'elle a été assassinée, ou en tout cas tuée au début de l'action, en dehors de ce qu'on voit dans le film. Et Eileen Wade sont deux sœurs, et donc il y a des rapports très compliqués entre ces deux sœurs, entre leur mari et avec le père des deux sœurs qui n'apparaît absolument pas dans le film. Bon, voilà essentiellement les différences entre le roman et le film. J'en ajouterai une pour pas oublier, qui est une invention d'Altman ou un ajout d'Altman, c'est l'histoire de la bouteille de Coca-Cola dans la figure de la jeune femme. Ça, c'est vraiment, une idée du film, si je puis dire. Mais ce qui est très important, effectivement, c'est ce que vous avez décrit, c'est-à-dire ce début avec tout le réveil, en quelque sorte, de Marlowe, puisque, on en parlait avant la projection, face à une adaptation qui a 20 ans, il y avait en quelque sorte deux voies qui s'offraient à Altman. La voie, disons, de la reconstitution historique, faire en 73 que le film ait l'air de se passer en 1953, disons, ou alors, effectivement, faire que tout se passe en 1973, mais que Marlowe soit pleinement, j'allais dire, un personnage des années 70. Or là, l'originalité que je trouve toujours active du film, c'est qu'il fait les deux. Enfin, ou du moins, on est dans les années 70, mais Marlowe, lui, arrive des années 50, bagnole comprise, allumettes comprises, appartement compris. Hein, d'ailleurs, il n'a plus de bureau dans le film, dans le roman il en a, mais là, on comprend que le bureau, c'est le bar. Bref, il y a ce décalage, et ce que vous décriviez aussi, comme une forme d'anachronisme. C'est vraiment, il est comme parachuté dans les années 70, et ce que je trouve, peut-être, je ne sais pas Vincent, ce que toi tu penses de cette ouverture, qui est une idée, alors paraît-il d'Altman, mais cette ouverture, ce réveil, et tout ce qui se passe avec le chat, qui mine de rien, a une grande... Ça a l'air d'un gag assez drôle, et effectivement très drôle, mais mine de rien, c'est hyper important, quoi. Oui, alors l'anachronisme que vous pointiez tous les deux, c'est aussi ce qui permet à Altman d'avoir un anti-héros, un contre-héros, quelqu'un qui est complètement perdu dans sa contemporanéité. Et ça, c'est quand même assez typique du cinéma américain des années 70 dont tu parlais en ouverture. Hein. On va retrouver ça tout au long. Au début du film, je me suis dit, mais c'est un film qui n'est pas forcément si éloigné que ça de Taxi Driver, par exemple. Hein, la façon dont le personnage est à la fois suivi tout au long du film et en même temps complètement largué par rapport à ce qui se passe autour de lui. Alors évidemment, avec énormément de différences, mais il y a ça, je crois. Enfin, l'anachronisme, c'est aussi tout simplement le fait d'être décalé par rapport à la société contemporaine. Alors pour revenir à l'ouverture, oui, d'abord l'ouverture, je crois qu'elle pose le thème du film, hein, c'est le mensonge. Donc la pâtée n'est pas de la marque qu'il faut, et peut-être c'est la seule notation vraiment morale de tout le film, c'est que le mensonge ne fonctionne pas. Hein, le chat ne se laisse pas prendre, alors que tous dans le film
les uns et les autres, et pour des raisons différentes, se laissent prendre par le mensonge et mentent eux-mêmes, etc. Et par ailleurs, sur le ton de cette ouverture, qui dure presque un quart d'heure, avant que Lennox n'arrive, effectivement, c'est pas très altmanien, cette façon d'abord de suivre un seul personnage, de jouer comme ça de gags assez tendres, de ce type qui se lève au milieu de la nuit avec des notations comiques un peu tout au long. C'est vrai que ça introduit le film dans un esprit, dans une sorte de légèreté ouatée qu'on ne retrouve pas souvent chez Altman. Mais ça, je crois que c'est très important, cette histoire de confiance trahie, puisque le chat, finalement, on ne le reverra plus, il s'en va, puisqu'on a trahi sa confiance, il n'a pas eu la marque à laquelle il avait droit, et d'une certaine manière, c'est la morale du film, qui explique peut-être, entre autres, pourquoi Altman tenait tellement à cette fin. C'est-à-dire où il y a un moment où on paye la trahison. Alors on la paye drôlement au début, et à la fin, ce qui est une hérésie pour les Chandleriens, que Marlowe puisse accomplir un acte pareil, et c'est cet acte-là qui a décidé Altman, et pas un autre, qu'il voulait faire le film. Oui, je me demande jusqu'à quel point cette fin n'est pas aussi un clin d'œil de la part d'Altman. La façon dont ça se déroule, en termes de mise en scène, de narration, le fait que ça arrive aussi brusquement, sans beaucoup de complexité scénaristique, il faut bien le dire, et puis la façon dont il s'en va à la fin, en esquissant 3 pas de danse, moi je trouve ça très très ironique. Je ne sais pas jusqu'à quel point, de la part de Altman, c'est pas aussi une façon de dire, vous voyez, comme je me débrouille avec la tradition culturelle américaine. Tu as absolument raison, puisque lui-même a dit de cette fin qu'il a lue et qu'il a mise en scène comme ça, avec presque le personnage qui s'en va comme Charlot à la fin des temps modernes, il a dit, et puis j'aimais beaucoup cette fin, parce que ça disait, ce n'est qu'un film. Donc il y a effectivement cette manière, forme de désinvolture, disons, avec la tradition, et cette volonté de ne pas rester figé dans ce qui, à l'époque, dans la presse américaine, était considéré comme devant être fait, c'est-à-dire le respect à la lettre de Marlowe, en quelque sorte, sans que le temps soit passé. Or, ce que fait Altman, c'est qu'il dit du temps à passer, et c'est ça qui, d'une certaine manière, qu'il restitue. Et puis, Altman, c'est un dynamiteur de codes culturels, de codes sociaux, de codes de représentation. Et quand tu dis ce n'est qu'un film, il y a des dizaines de références à l'histoire du cinéma et Hollywood, bien sûr, mais aussi des prises de position contre le code de la transparence, ces vitres au travers desquelles, en fait, on voit très mal, ou on voit brouillé, ou on voit mal, etc. Des images qui sont des images fausses, si on peut dire, enfin, en tout cas qui ne renvoient pas à la vérité. Et puis il y a quelque chose qui m'a encore plus marqué sur le grand écran, c'est le jeu d'Altman avec les gros plans. Dans le cinéma classique, quand la caméra s'approche et qu'on a un gros plan de visage, c'est la véritable émotion qui va sortir. C'est l'affect que nous allons partager avec le personnage. Et là, à chaque fois, on se plante. C'est effectivement une mise en scène de la duplicité. Je ne sais pas ce que tu en penses. Justement, sur la mise en scène d'Altman, elle est très particulière dans le film, elle lui est propre, mais il y a beaucoup on pourrait dire, d'inventivité, d'invention. Effectivement, par exemple, le retournement de la logique habituelle du gros plan, mais la manière dont il utilise le panoramique. C'est-à-dire qu'en fait, le film est tout le temps en mouvement, c'est ce qu'il a voulu. Oui, absolument. D'ailleurs, je signale pour les amateurs qu'il est sorti au début de l'année un Blu-ray de Langola, le privé, qui a des bonus vraiment intéressants, notamment des extraits d'un entretien, il y a trois entretiens avec Altman lui-même, avec Elliot Gould, et peut-être particulièrement intéressant avec son directeur de la photo, Vilmos Zsigmond, qui explique notamment comment
D'abord, il dit quelque chose qui me paraît assez juste, enfin qui est vrai de quantité de films, que finalement tout dépend de la bonne entente entre le triangle metteur en scène, décorateur et directeur de la photo. Il dit, par exemple, s'il n'avait pas eu, comme celui de l'espèce de grenier de Marlowe avec ce monte charge qui date aussi par rapport aux années 70, évidemment, s'il n'avait pas eu la maison de Roger Wade, qui est la maison d'Altman en Californie à cette époque, la propre maison. Et Zsigmond explique les différentes techniques qu'il a utilisées à la demande d'Altman, une caméra effectivement presque constamment en mouvement, l'emploi paradoxal par rapport à la tradition des gros plans, les panoramiques, la scène du suicide de Roger Wade, avec l'utilisation des grandes baies vitrées qui permettent de voir aussi le reflet sur ce qui fait vitre, ce genre de choses. Et puis, il insiste aussi sur la technique du flashing, c'est-à-dire au moment du développement de la pellicule, ça permet une forme de surexposition et une image donc à la luminosité à la fois assez forte qui nimbe l'image, image qui est vraiment magnifique sur un sujet qui par beaucoup d'aspects est tout à fait sordide quand même. Alors je repense, c'est curieux, je reviens à la différence ou à la ressemblance avec le roman, parce que comme souvent aussi, quand on adapte un roman assez connu, sinon lu, on compense, c'est-à-dire qu'on enlève un certain nombre de choses, mais on les remet ailleurs. Et là encore, vous voyez, dans le roman, la première scène vraiment violente se passe lorsque Marlowe est arrêté par la police, comme on le voit dans le film, et il est littéralement battu, rossé successivement par tous les policiers dans une... c'est très long et c'est systématique, et ça disparaît du film, mais c'est compensé par l'invention notamment de la scène de la jeune maîtresse qu'il aime bien, mais après sa famille évidemment, qui se fait défigurer avec la bouteille de Coca-Cola, qui est quand même une scène extrêmement violente. Alors c'est marrant que tu dises c'est une très belle image, parce que nous aujourd'hui on peut penser que c'est une belle image et on a l'habitude d'avoir vu d'autres films et d'autres... Je veux dire cette lumière flashing. Voilà. Et l'utilisation des paysages, etc. Mais c'est assez extraordinaire de voir la critique de l'époque, hein, quand le film sort en France au tout début des années 70, où au contraire les critiques tapent en particulier sur l'image. Je pense à une critique du Figaro, où du début à la fin, il dit c'est tellement sale, c'est tellement flou, c'est tellement moche, que de toute façon, quelles que soient les qualités du film, c'est nullissime. Hein, et c'est intéressant de voir comment ces aspects technico-esthétique, en fait, évolue énormément. Hein. Bien sûr. Mais ce qui est vrai et ce qu'il faut dire, et on pourrait dire la même chose du traitement du son par Altman, c'est qu'au moment où il se livre à ce type d'expérimentation sur la pellicule, c'est-à-dire exposer en quelque sorte la pellicule à la lumière avant qu'elle serve à l'impression pour obtenir cet effet de gaz ou de points flottants ou de fluidité un peu brumeuse, c'est quelque chose qu'il a expérimenté avec le même Zsigmond sur le tournage de McCabe et Mrs. Miller. Et Altman dit, et les studios ont détesté ça. Donc vraiment, il imposait en quelque sorte, de même que l'usage du zoom ou des choses comme ça, il imposait véritablement ses recherches au studio. Et ce qu'on disait sur le flashing de la pellicule, c'est-à-dire qu'il flashait le négatif. Il flashait le négatif
de sorte qu'en quelque sorte le studio ne puisse plus rien contre cette image-là en post-production par la suite. C'est-à-dire que vraiment, il inscrivait sa recherche à même le film au sein de ce qui était encore le studio système. Voilà, alors qu'il faut dire, enfin, vous savez sans doute que chez Altman, il y a une série de films qui sont des films beaucoup plus expérimentaux, plus non réalistes, moins réalistes. Tu as cité Image tout à l'heure, qui précède immédiatement Le Privé. Plus tard, il y aura Quintette, Trois femmes, hein, qui sont des films moins réalistes, beaucoup plus tournés vers le rêve, vers l'imaginaire, et dans lesquels, justement, et qui ont évidemment eu absolument aucun succès, ni d'un côté ni de l'autre de l'Atlantique, et dans lesquels Altman, justement, expérimente tout ça. Et ce qui est intéressant, comme toujours, c'est quand, à l'intérieur du studio système hollywoodien, on revoit des poussées de ce cinéma plus expérimental. Et ici, on voit bien comment, justement, ce jeu sur l'image, qui est un jeu qui utilise des techniques différentes, devient une thématique du récit du film. Mais, pour revenir brièvement sur ce dont on vient de parler, Zygmunt parle aussi beaucoup de l'emploi. Il prétend, c'est toujours un petit peu comme ça, que c'est plutôt lui qui a convaincu Altman qui n'aimait pas l'emploi du zoom, mais en disant que l'emploi du zoom pouvait être utilisé de façon qu'il n'apparaisse pas au spectateur comme un zoom spectaculaire, mais qu'il l'a effectivement beaucoup utilisé. Et Dieu sait s'il l'utilisera, si Altman l'utilisera par la suite. Hein, et alors, sur le rapport avec les films plus explicitement expérimentaux, oniriques, notamment avec Image, alors toujours dans les bonus du Blu-ray que j'ai cité, il y a Jean Olé Laprune qui dit mais c'est dans la suite d'Image, tout ça est un rêve de Philippe Marlowe. Bon, je trouve que là, évidemment, s'il est endormi, il a pu rêver, mais s'il se réveille dans les années 70, ça a été vraiment un très long rêve, et c'est plutôt un cauchemar. Bon, je trouve l'idée un peu tirée par les cheveux, mais il y a quelque chose aussi, c'est-à-dire il y a des films qui se présentent donc comme ouvertement expérimentaux, qui ont généralement été pour Altman des catastrophes commerciales, et puis un film qui lui se présente comme accessible au grand public, ce qui ne veut pas dire non plus que, enfin, qu'il ait forcément du succès, mais tout de même les grands succès d'Altman ont été des films à la fois, effectivement, je pense à MASH par exemple, mais est-ce que son premier grand succès. Mais est-ce que c'est quasiment pas le seul succès d'Altman? C'est-à-dire qu'en 70, il casse la baraque avec MASH, et il vit en quelque sorte toutes les années 70 sur le succès de MASH et sur la possibilité éventuelle que cette martingale se reproduise. Et lui, d'une certaine manière, ne fait qu'enfoncer enfin, comment on dirait, comme un joueur, il profite de son avantage pour placer des films qui sont systématiquement des échecs. On parlait du Privé. Le Privé est un flop. Il dit que ça a été un immense flop. Le film est sorti dans différentes villes, mais il s'est vraiment ramassé, quoi. Oui, mais alors là, il faut quand même nuancer un petit peu, parce que il faut voir aussi le succès des films sur la longue durée. Ah oui. Aujourd'hui, vous trouvez facilement des admirateurs d'Altman qui disent son meilleur film, c'est Le Privé. Bon, je pense que ces hiérarchies n'ont pas forcément beaucoup de sens et qu'on peut quand même envisager d'autres titres, mettons Nashville ou Shortcuts, enfin bon, tout ça se discute, mais c'est intéressant, c'est de rappeler aussi la réception, d'abord très médiocre, mais ensuite plus enthousiaste, du Privé aux États-Unis. Parce qu'effectivement, dans un premier temps, c'est sorti dans un certain nombre de grandes villes,
et notamment à Los Angeles, et ça a eu un succès vraiment pas très important. Et ils ont eu, parce que c'était vendu, il y avait une, oui, c'est l'histoire des affiches. Il y avait une affiche avec Philippe Marlowe, un gros revolver à la main, qui fait allusion justement à cette fin un peu iconoclaste par rapport à la tradition Chandler. Et donc, les spectateurs qui s'attendaient sans doute à voir quelque chose assez proche du Grand Sommeil, de Bogart, d'autres interprètes des années 40-50, étaient déçus, évidemment, par ce côté devenu anachronique du personnage de Marlowe. Et une deuxième campagne a permis quand même de relancer le film pour la sortie à New York. Ils ont fait une affiche complètement différente dans le style de Mad, le magazine Mad, avec satirique. Voilà, avec des légendes complètement oui, montrant que c'était un film plutôt satirique qui faisait semblant d'être dans la tradition du private eye, mais en fait la détournait d'une certaine façon pour en faire non pas un pastiche, un peu comme Polanski avait fait avec Chinatown, où il prend l'autre solution de reconstituer une époque qu'on sait historique, devenue historique et révolue, mais donc non pas vraiment un pastiche, mais presque une parodie. Enfin, ces gangsters juifs, etc., mexicains, sont quand même... enfin, c'est un peu... on a un peu du mal à y croire vraiment. Ce gangster qui emmène sa famille à la synagogue. Et... On peut pas, justement. Oui. Et en même temps, c'est un portrait de gangster dont se nourriront les Cohen, Ferrara, 10-15 ans après. Hein. Ça ouvre une porte dans une manière différente de traiter ce film noir, en fait. Mais peut-être, Vincent, par rapport à la réception, l'élément le plus étonnant, le plus novateur, on pourrait dire, mais est-ce qu'il est tant que ça par rapport au personnage du roman? Mais peut-être parce que les gens ont Bogart en tête, c'est tout d'un coup l'avènement d'Elliot Gould dans le rôle, du détective. Est-ce que comment on peut décrire, disons, le jeu d'Elliot Gould dans le film? Comment on peut décrire ce que devient le personnage de Philippe Marlowe ici? On a dit à quel point il était décalé, anachronique, le seul, on pourrait dire le dernier moraliste, hein, mais en même temps, il a un jeu tout en drôlerie, mais des répliques existent tout aussi drôles dans le roman. Le It's Okay With Me, bon, ça c'est venu, on pourrait s'en faire un t-shirt, mais voilà, il a une façon de jouer qui nous ravit, mais qui à l'époque a dû complètement désarçonner, j'allais dire, les amateurs de tradition, quoi, et de tradition respectée. Oui, sur le personnage du privé, ça c'est sûr. Et c'est intéressant parce que ça a des conséquences sur la narration elle-même. Parce que, par exemple, on l'entend marmonner au début. Oh, me lever à 3 heures, ah oui, aller chercher la voix. Puis après, c'est fini. On n'a plus cette voix off qui est absolument traditionnelle dans les films noirs, hein, soit du Wilder ou du Hawks, etc. Ce qui fait qu'en plus, il perd complètement la maîtrise. Il semble perdre complètement la maîtrise de ce qu'il fait, y compris la maîtrise du commentaire. Hein. Traditionnellement, le privé, il commente, y compris ce qui lui arrive de négatif, mais il le commente. Donc il a cette espèce de surplomb. Là, c'est absolument pas possible. Hein. Du début du film à la dernière scène, donc excepté la dernière scène, il est complètement pris par le mouvement, ballotté. Il n'y a pas un élément qui lui revient dans l'avancée de l'enquête, disons. Hein. Et je pense que c'est aussi lié, alors bien sûr, à l'absence de la voix off et à la façon de jouer, bien sûr, d'Elliot Gould, tu l'as dit, qui
qui est très travaillé, contrairement à ce qu'on pourrait penser, hein, cette nonchalance très très travaillée des gestes, la façon de s'exprimer comme en passant, hein, sans s'adresser forcément aux partenaires, sans regarder les objets ou les éléments qu'il traite, etc. Là, c'est très altmanien aussi. Hein, vous savez que chez Altman, on regarde jamais ce qui est forcément centré à l'écran. On regarde pas, il faut pas forcément regarder ce qu'on entend dans les conversations, etc. Et là, on voit bien qu'avec la complicité d'Elliot Gould, ça fonctionne de manière presque naturelle. D'où le fait qu'on a l'impression d'un jeu très naturaliste, alors qu'il ne l'est pas. Enfin, il y a une scène, moi, qui à chaque fois m'épate, c'est quand il arrive dans le hall de la clinique. Il arrive dans le hall de la clinique et puis arrivent en face de lui 2 infirmières et le docteur Veringer. Donc, nous ne savons pas encore, ni lui, que c'est le docteur Veringer. Et pendant un moment, on ne sait pas s'il faut suivre les personnages qui arrivent ou si c'est lui. Et puis la caméra tourne à droite, on le suit lui, sauf que Veringer est toujours là dans l'image. Et puis il va se trouver en face de lui au moment où il demande à lui parler, et où nous ne savons toujours pas que c'est lui. C'est absolument formidable. Et ça, c'est typiquement altmanien. Hein, l'important n'est pas forcément ce que je vous montre, hein, ou ce que je centre, mais en même temps, c'est toujours là. Alors, je me suis éloigné du jeu d'Elliot Gould, mais je pense qu'il participe bien de cet esprit. Mais par son jeu, par sa dégaine, par sa façon de marcher, enfin, il ajoute à ce qu'on décrit, une mise en scène un peu flottante, un peu aérienne, un peu hésitante, un peu presque éthylique. Et en même temps, il a quelque chose de la grâce du chat. Hein, on semblerait que le chat est déteint sur lui. D'ailleurs, à la fin, on le confond avec Mr. Katz. Hein, quand il arrive dans la maison, on pense que c'est le nouveau propriétaire, Mr. Katz, mais il a quelque chose d'irrésistible dans le déroulé, dans la démarche, et puis cette espèce de tranquillité, tout en étant d'un pessimisme absolu. Le monde décrit dans lequel il évolue est quand même un monde de solitude, quoi. Tout le monde est dans sa bulle. Le gardien dans sa guérite, les filles sur leur balcon, les autres dans Malibu Colonie. Enfin, on a le sentiment que, d'une certaine manière, ça a l'air cool la Californie, mais pas plus que ça, quoi. Hein. Ça a l'air vraiment d'une sorte de désastre, lent. Une sorte Oui, qui se défait petit à petit. Oui, quelque chose se défait. Oui. Parce qu'elle n'est composée que de... C'est une mythologie contemporaine, en fait, hein, et c'est le fait que tout le monde appelle Marlboro, par exemple, alors qu'il fume des camels, et donc c'est pas... Mais Marlboro, c'est le cow-boy, c'est la mythologie, c'est l'image, et on voit bien que c'est ça que pointe Altman. Est-ce que vous avez des remarques, des questions, ou la volonté d'ajouter, oui, monsieur, là, et là. Je voulais juste en profiter là, du passage du micro pour relire une citation d'Altman qui me semble s'adapter aussi bien à quelqu'un qu'au privé. Et quant à quelque chose dont tu parlais, Vincent, dans ta conférence, en disant que la mise en scène d'Altman, elle est plus descriptive que narrative. C'est-à-dire que certes, la narration a son importance, l'intrigue, on la suit et tout, mais finalement, l'intrigue est comme un prétexte ou un véhicule pour une radioscopie, une sorte de radioscopie du monde, ou du petit monde, ou de l'outre-monde qu'on nous décrit. Et donc l'intrigue, elle a son importance, mais ce qui compte peut-être plus pour Altman, c'est ce qu'il nous montre plutôt que ce qu'il nous raconte. Et Altman disait, par rapport à la tradition classique aussi, il disait « Je ne suis pas d'accord avec la notion de continuité dramatique. Je n'aime pas cela, et je ne pense pas que cela soit nécessaire. Je vois plus cette notion de continuité en termes de cercle. C'est un cercle que vous dessinez et qui vous sert de limite. À l'intérieur, vous jouez, vous bougez comme vous voulez, vous pouvez en faire le tour, mais il faut accepter les limites, ou alors c'est le chaos. Les éléments que vous placez ou qui se trouvaient dans ce cercle peuvent n'avoir aucun ordre, du moins pas le genre d'ordre qui est pour moi dérivé du théâtre. » Voilà, je trouve ça
dit quelque chose, disons, de la modernité du point de vue d'Altman, qui certes connaît les règles classiques, mais considère que, non pas qu'il faut en finir avec ces règles, mais qu'il faudrait arriver à les dépasser pour arriver aussi à un autre niveau de compréhension, parce que je pense qu'une des grandes visées de la mise en scène d'Altman, c'est le spectateur lui-même, son conditionnement, les clichés qu'il a dans la tête, ce qu'on lui a servi tout du long, et comment on pourrait, en reprenant, disons, les clichés, l'amener à penser et à voir autrement. Je ne sais pas où vous êtes. Oui, là devant. Je vous remercie pour toutes ces analyses et explications qui sont très, très éclairantes sur à la fois le film et puis Robert Altman. Je reviens sur une phrase qui a été dite au début, que dans les acteurs qui étaient pressentis, il y avait Robert Mitchum. Alors j'ai vu quasiment tous les films tirés de romans d'Alman Chandler. Et les acteurs, c'est Dick Powell, c'est Robert Montgomery, c'est Humphrey Bogart. Le dernier, c'était Liam Neeson, qui est un Écossais. Et donc, quand on voit Robert Mitchum, qui a tourné donc 2 et 5 ans après le film que nous venons de voir, on n'imagine pas avec cet humour, avec cette rapidité de réaction. Et donc ma question, c'est les dialogues que l'on voit donc chez Marlowe, chez Glenn Gould, au départ avec lui et dans le commissariat, mais aussi Marty Augustine, qui a un peu le même genre d'humour, complètement décalé, et qui a créé ces dialogues qui sont adaptés à Glenn Gould et qui n'auraient absolument pas été adaptés ni à Humphrey Bogart ni à Robert Mitchum. Les dialogues, c'est certainement Lee Brackett d'abord, la scénariste, mais Altman a certainement mis son nez, si j'ose dire, dedans, et Gould lui-même. Il faut voir, et je pense que ça rejoint ce que vous venez de dire sur le rapport d'Altman aux acteurs. Il a souvent dit je choisis les acteurs, et souvent il les choisit à contre-emploi, délibérément. Je ne dis pas qu'il le fait de façon systématique, mais il en donne certains exemples. Dans ce film, par exemple, Eileen Wade, Nina von Pallon, elle était connue, mais comme une chanteuse, c'est une Danoise, et c'est lui qui a l'idée, il la voit, il dit, ça c'est une blonde à la Chandler. Et donc, il la recrute, elle aurait pu lui dire que ça ne l'intéressait pas, mais en général, même si Altman n'a pas connu que des succès, mais les acteurs, eux, étaient toujours très intéressés quand Altman faisait appel à eux, parce qu'il considérait aussi que j'ai choisi les acteurs, à eux maintenant de faire leur boulot. C'est d'inventer leurs personnages, de développer leur dialogue, de suggérer des modifications, etc. Et alors, là, on voit bien qu'il y a une distribution qui, en un sens, est très hétéroclite, avec Gould, bon, qui, à cette époque, il vit encore sur son succès qui a fait de lui une star de MASH, mais il dit lui-même qu'il traverse une très mauvaise période parce que il est tellement, il a l'impression un peu fausse que ce succès lui permet de s'engager dans tous les projets possibles et imaginables. Il vient de tourner avec Bergman dans Le Lien, mais il se rend compte rétrospectivement, c'est beaucoup plus tard qu'il dira ça, que à Hollywood, il commençait à avoir une très mauvaise réputation parce qu'il était engagé dans un projet qui finalement n'a pas abouti et qu'il s'est ressaisi aussi, enfin c'est ce qu'il laisse entendre grâce à son interprétation dans ce film. Mais il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé du tout, c'est le personnage interprété par Sterling Hayden, bien sûr, le personnage de Roger Wade. Le personnage de Roger Wade, l'écrivain alcoolique et qui n'arrive plus à écrire, bon, enfin, modèle
Hemingway, Faulkner, si vous voulez, sans en rajouter. Mais lui, alors, c'est une star hollywoodienne, mais enfin, qui est à la fin d'une carrière devenue évidemment languissante. Mais c'est celui qui a été, par exemple, dans Johnny Guitar. C'est encore, à le voir, une force de la nature, un véritable Hercule, mais aussi avec quelque chose qui colle assez avec sa personnalité. Un personnage capable de violence, en même temps de s'apitoyer sur soi-même. Enfin, bon, c'est un autre exemple. Et il y a des gens qui ne sont pas du tout des acteurs de formation. Par exemple, le petit gangster sadique, mais religieux, c'est Mark Rydell, qui est un metteur en scène à l'époque, un cinéaste, et donc un collègue à qui Altman propose de jouer un rôle secondaire, mais quand même assez important. Et il y a d'autres exemples comme ça. Vous avez peut-être reconnu à sa musculature Schwarzenegger. Schwarzenegger qui n'avait pas encore joué Conan le barbare, Connard le barbant, comme disaient les esprits fins à l'époque. Mais bon, on le reconnaît, n'est-ce pas, dans sa musculature. Ces pectoraux qu'on voit à deux reprises, hein, deux images. Et voilà, donc il y a cette distribution composite. Mais ça, c'est un des traits qui caractérise durablement ou fréquemment Altman. Mettre tout ça à l'intérieur d'un cercle et puis voir ce que ça va donner. À propos des acteurs qui vont avoir une carrière un peu plus importante ensuite, tu sais quel était le statut de Ronald Reagan à l'époque quand Je pense qu'il était gouverneur de Californie. Oui, c'est parce qu'il était gouverneur de Californie. Tout à fait. Par contre, Nixon, oui. Il devait être... il était encore en 73, il était encore président. Il était encore président. Juste pour compléter par rapport à Mark Rydell dont Jean-Loup Bourget parlait, et par rapport à votre question, Altman, c'est effectivement un roi du casting, voire du casting de contre-pied. Hein, il était capable de penser à des acteurs ou des actrices qui n'en étaient pas ou auxquels personne ne pensait, genre Sterling Hayden. Mais aussi, il disait je ne veux pas tourner avec des comédiens, je veux tourner avec des êtres humains concernés par leur personnage. C'est-à-dire qu'il attendait, comme il a fait avec Warren Beatty sur McCabe, comme il a fait avec tous, et comme il fera avec Mark Rydell, il attendait aussi des acteurs, pour répondre sur la question des dialogues, à ce qu'ils amènent des idées, à ce qu'ils amènent des propositions, à ce qu'ils aient l'idée de rajouter tel ou tel dialogue. Donc une partie, effectivement, vient du scénario de Lee Brackett, du travail avec Altman, mais aussi des propositions d'acteurs. Et Mark Rydell a expliqué que pour son personnage de petite frappe juive gangster, il a vraiment travaillé avec un ami qui était proche de Paul Mazursky, et qu'ils ont vraiment fait des propositions à Altman qui, lui, n'attendait que ça. Des propositions de textes, de jeux, de répliques, et Altman, Mark Rydell, beaucoup l'ont décrit comme quelqu'un qui était sur un tournage à l'affût de tout ce qui allait bien pouvoir servir. Ce que les acteurs amènent, deux chiens à Mexico. Voilà, les chiens à Mexico, je peux vous assurer qu'ils n'ont pas répété les chiens. Donc voilà, qui sait. Et Altman, je pense qu'il était absolument à l'affût de tout ce qui pouvait entrer dans son film au moment où il était en train de le faire, sans préméditation, si je puis dire. Donc ça, c'est très important dans la méthode Altman, les acteurs, la troupe, la tribu, et j'allais dire, la création collective au moment du film. Oui, bonjour. Moi, ce film me fascine toujours autant. Et je ne savais pas cette histoire du scénario écrit 20 ans en avance, et voilà, tourné du coup en... Elle l'a pas écrit 20 ans en avance, elle l'écrit
comment dire, elle meurt, je crois, en 78, mais elle écrit disons, fin des années 60. Il y a cette différence entre la temporalité du roman et l'adaptation dans les années 70. Et c'est vrai que moi, ce film m'a toujours fait songer à un trip New Age, alors effectivement avec la communauté des femmes qui vit dans ce décor magnifique de Marlowe. Et là, en le revoyant de nouveau, j'ai songé au troisième homme. Oui, c'est ça, au troisième homme, avec finalement le personnage d'Harry Lime qui disparaît, comme Terry Lennox, alors qu'on voit au début, mais ensuite qui disparaît, qui passe pour mort. Alors je sais pas je pense pas qu'il y ait vraiment de lien, mais en travaillant sur un peu des mêmes motifs, comme le chat, qui révèle la présence d'Orson Welles dans le troisième homme, et surtout la musique, qui est la même musique tout le temps, le même thème de John Williams. Ça aussi, c'est une formidable expérimentation. Qui est juste réorchestré, que Williams réorchestre. Quand ça se passe au Mexique, c'est la banda mexicaine qui joue The Long Goodbye, on ne sait pas pourquoi. Et tout ce début, justement, quand... Et vous avez vu dans la procession mexicaine, quand il joue The Long Goodbye, il y a celui qui joue de la trompette, et sur le dos de celui qui le précède, il y a la partition. Et affiché au dos. Ça arrive dans les fanfares. Ça arrive dans les fanfares. Je trouve que votre rapprochement avec le troisième homme est tout à fait justifié, puisqu'il y a la même leçon morale par rapport à un personnage qu'on a cru positif, disons, et qui s'avère plus coupable qu'on ne le pensait. En ce qui concerne la musique, ça, on sait aussi de façon sûre que c'est un choix d'Altman de demander à John Williams et John Mercer d'écrire un air et des paroles qui reprennent donc le titre du roman, et qu'on entendra dans tout le film, y compris, par exemple, ça peut passer inaperçu si on n'y fait pas attention, la sonnette pour aller chez les Wade, c'est un petit carillon qui avec les premières notes de la mélodie. Mais ça, c'est un choix d'Altman qui attachait toujours, enfin, j'enfonce une porte ouverte, mais comme le gangster qui croit qu'il va escalader la porte, qui s'aperçoit qu'elle est ouverte, mais il y a des gags comme ça. Mais Altman est quelqu'un qui pensait beaucoup à la bande-son de ses films au moment du tournage et ensuite au moment du montage. Ça, c'est évident. Oui, c'est un pionnier de ce point de vue-là. D'abord, c'est une décennie dans laquelle ça commence à arriver. Je crois la première mention d'un sound designer, ça arrive à la fin des années 70 dans un générique, mais pas avant, dans Apocalypse Now. Et Altman est quelqu'un qui, alors il raconte souvent à l'époque, dans les interviews, qu'il travaille sur 8 pistes, 16 pistes. Alors il trouve ça, à l'époque on trouve ça énorme, aujourd'hui c'est moins spectaculaire, mais il joue énormément là-dessus. Ici, il y a une scène en particulier, ça m'a frappé, qui est mise en scène du point de vue du son. C'est après le suicide de l'écrivain sur la plage, quand il y a les secours, on entend une voix à la radio, et puis on entend le témoignage d'un type qui dit on était sur la loggia, on les a vus, etc. Mais on voit d'autres personnes à ce moment-là discuter à l'écran, et petit à petit tout ça se mêle, et c'est ce qui forme la mise en scène de la confusion de cette séquence. Il y a des films dans lesquels, c'était déjà le cas dans Marche, mais dans lesquels par la suite, ça va devenir absolument extraordinaire, et ça nourrit le principe de ces films. Ça, ce que tu décris, enfin cette confusion sonore, c'est ce qui a souvent fait qu'on a décrit beaucoup les films d'Altman comme des films choraux, parce qu'il y a énormément de personnages, et que on a parfois du mal à savoir qui parle, celui qui parle n'est pas forcément à l'image, etc. Et puis il y a des chevauchements, il y a des strates de son. On sait que dans California Split, il y a 8 pistes sonores et tout ça. Mais ce qui est vrai, c'est que plus que des films choraux, en fait, c'est
c'est souvent des films de la cacophonie. C'est-à-dire que ce qu'il organise, ce qu'il met en son, c'est une forme de cacophonie, mais Altman dirait comme dans la vie, quoi. À part nous qui sommes bien élevés, qui parlons là les uns après les autres, mais si on était dans un café, ça ne se passerait pas de la même façon. Alors c'est ça qui intéresse Altman. Et ça rejoint ce qu'on disait de l'image tout à l'heure, hein. C'est-à-dire que la clarté, c'est une convention. Et il est l'un de ceux qui participent à effacer ou à édulcorer cette convention, en fait. Pour revenir à la scène du suicide de l'écrivain, moi je pense que c'est un magnifique hommage à Une étoile aînée, hein, cette noyade la nuit, avec une image très insistante. Une étoile aînée, le film de George Cukor, avec la fin de James Mason s'engageant dans la mer. Voilà. Donc une référence à Hollywood et une référence à un film très critique vis-à-vis d'Hollywood. C'est vrai, c'est vrai. Même si Altman est sans doute, même s'il avait vu beaucoup de films comme tous les cinéastes de cette époque, même si c'est sans doute celui qui fait le moins de références, j'ai envie de dire, référentielles, à la différence d'autres cinéastes hollywoodiens qui peuvent faire l'erreur, pour lui, j'ai le sentiment que le cinéma hollywoodien, ou disons les films hollywoodiens, appartiennent, comme le reste, aussi à la culture de l'image et du spectaculaire. Et que d'une certaine manière, ça doit autant être célébré que critiqué, au même titre qu'une publicité ou parce que ce qui domine la pensée d'Altman, c'est quand même une critique du spectacle. Et donc le cinéma en fait partie. Ce qui est amusant à ce propos, c'est quand même que il faudrait réécouter, parce que justement, à cause de cette tendance délibérée, sinon à la cacophonie, en tout cas à la superposition de différentes pistes sonores, etc., il y a des choses qu'on n'entend pas forcément. Mais je vous en donne juste un exemple. Après que il y a bien sûr le gardien de la résidence Malibu, avec ses imitations d'acteurs et d'actrices hollywoodiennes classiques, entre guillemets. Alors Altman en parle en disant « Oui, je connaissais ce gars, et je trouvais ses imitations assez médiocres. Mais il a quand même fait appel à lui. » Ce qui permet aux spectateurs, après tout, de penser que ce sont de bonnes imitations ou qu'elles ne sont pas si terribles que ça. Mais après une des scènes, on suit Marlowe, et à ce moment-là, il y a un chien sur sa route, et il dit « Allez, Asta, ôte-toi de là ». Asta, c'est vraiment ce que seul quelqu'un qui connaît le cinéma des années 30 peut identifier, puisque c'était une série plutôt comique, mais d'un couple de détectives qui avait un petit chien qui s'appelait Asta. Et ça, ce qui prouve à quel point Marlowe arrive de ces années-là, quoi. Dans ce film des années 70, à quel point, effectivement, il fait un voyage dans le temps, hein. Enfin, il arrive des années 40, il arrive d'Asta, quoi. Lui, c'est ça ses références, hein. Et quand il dit ou Walter Brennan ou enfin bon. Oui. Je suis désolée, j'ai un problème avec le scénario. C'est pas sûr qu'on puisse vous aider. On s'est fait mener en bateau. Tout est fait pour nous faire croire que c'est O.J. Wade qui a tué Sylvia, non je crois, oui. Sylvia, comment déjà Sylvia Lennox. Lennox. Et ça expliquerait qu'il paye, qu'il fait le chèque, qu'il se laisse gifler par cet avorton, etc. Or, on comprend à la fin que c'est pas lui. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il paye signe le chèque et pourquoi il se laisse gifler? Ça, enfin, voilà, c'est pas grave. Parce qu'il entretient des relations complexes avec son psychologue. Ouais. Mais vous savez, je me lancerai pas, moi qui, de toute façon, les intrigues policières, il faut toujours qu'on me les explique, donc je me lancerai pas. Mais par exemple, il m'aura fallu 2 ou 3 visions, parce qu'en fait, on est pris par le mouvement de la scène et Mais quand, par exemple, Philippe Marlowe sort de la scène où ils sont à poil, la scène où finalement l'argent revient, et donc il dit bon bah tu peux partir. Et là il descend
Et puis il voit Madame Wade qui passe en voiture. Et là, on est pris par le montage, la musique, les lumières, la scène. Et en fait, il m'a fallu 3 fois pour comprendre que c'est elle qui avait amené l'argent. Mais on ne peut le comprendre que quand on voit à la fin qu'elle est la complice de Terry Lennox. Parce que sur le moment, on se dit « Oh, quelle coïncidence !» C'est vrai. Moi, j'aurais été un très mauvais détective. Avant de prendre notre question, si vous permettez, je rappelle quand même une anecdote très connue à propos de la complexité des romans de Chandler, parce que par rapport à Chandler, c'est quand même beaucoup plus clair. C'est très simplifié, je vous assure, mais donc l'anecdote est très connue et elle est, je crois, confirmée par plusieurs témoins de l'époque. C'est au moment du tournage du Grand Sommeil avec Hawks, donc metteur en scène, et déjà Lee Brackett, la scénariste. Et à un moment, ils se disent mais qui a tué ce personnage? Alors, Hawks demande à sa scénariste, il dit mais j'en sais rien. Et il dit on va téléphoner à Chandler pour lui demander. Et il téléphone. Alors il y a 2 versions, soit Hawks, soit Lee, soit les 2 téléphone à Chandler. Il dit mais j'en ai pas la moindre idée. Oui, pardon. En fait, moi je pense même que Eileen, oui c'est ça, et son amant Terry Lennox ont fait croire à Roger Wade qu'il a tué Sylvia, puisqu'il est tout le temps alcoolisé, et que donc justement, et de toute façon, il se sent coupable et qu'il se suicide, en fait. C'est une possibilité. Monsieur devrait être détective. Ou scénariste. Ou scénariste. On va peut-être prendre une dernière question, parce qu'après je pense qu'il faut qu'on libère la salle. Monsieur. Oui, merci pour tous vos retours, vos éclairages. Une question anecdotique. Les acteurs disent toujours que c'est compliqué de jouer soit avec des enfants, soit des animaux. Sur la scène d'ouverture, qui est remarquable, le chat joue extrêmement bien. Juste pour l'anecdote, combien de prises il a fallu, ou comment ça s'est déroulé? Honnêtement, non, mais je pense qu'il y avait un animal trainer qui était vraiment surdoué et que le chat était surdoué. Et c'est un tout petit clin d'œil à Chandler, parce qu'à un moment, Chandler parle de son personnage en disant il vit tout seul, il n'a même pas de chat ou de chien, et quand même dans le film, il y a ce chat, cette ouverture absolument magnifique, et puis il y a tous ces méchants chiens, notamment celui de Roger Wade, qui est une espèce de double de Wade lui-même, qui va récupérer sa canne d'ailleurs pour quand son maître a disparu dans les flots noirs du Pacifique. C'est vrai que le chat est génial. Il joue remarquablement. Enfin, à chaque fois que je vois cette scène, je pense à La Nuit américaine de Truffaut, où Truffaut explique à quel point il est difficile de faire jouer les animaux, et en particulier un chat qui ne veut jamais faire ce qu'on lui demande. Et là, le chat a l'air, mais enfin, c'est une chorégraphie, il est millimétré, il rebondit sur le ventre, il monte sur le frigo. Enfin, ouais, Oscar du chat. Oui, absolument. La Nuit américaine est une allusion à une scène dans la peau douce avec un chat. Voilà. Eh bien, écoutez, merci Vincent Amiel, merci Jean-Luc Bourget, merci à vous.